Un volet important, c'est l'intérieur du pays. On oublie un volet important, c'est l'assainissement. Oui, énormes efforts qui ont été faits. Aujourd'hui... votre travail, c'est de régler les problèmes, c'est pas de fournir des efforts et de vous êtes de Pikine, vous avez très bien connu ce qui se passait à Médina Gounass. On le doit à la météo, qui n'a pas été on le doit trop sévère ces dernières années. On le doit aux efforts qui ont été faits. Puisque le président Macky Sall, contrairement à d'autres présidents ou un autre, a pris la décision de dire, mais même si l'argent que nous investissons, c'est de l'argent qu'on ensevelit, mais on va le faire parce que le confort des populations le vaut bien. Aujourd'hui, partout dans Dakar et dans certaines localités, que ce soit à Touba, que ce soit à Kaffrine, que ce soit à Dalifort, je pense que les tuyaux du bien-être sont passés par là et nous ont valu quand même... Touba, ça va être compliqué de croire que le gouvernement a fait des choses. Ah non, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Les inondations de cette dernière saison de pluie. Là, on a parlé tout à l'heure du secteur de l'éducation. Mais est-ce que vous savez que plus de 25% des ressources publiques de l'État en termes de dépenses sont affectées au secteur? Voilà. Alors, quand la question se pose de cette façon, on met beaucoup d'argent, mais il reste encore des problèmes. La question fondamentale et centrale à poser, mais quel est le retard que nous sommes en train de résorber? Et il y a cette dimension qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous sommes en train de faire de la remise à niveau pour donner une inclinaison. Donc, j'étais sur l'axe 2. Maintenant, sur l'axe 3. Pour faire une évaluation, vous avez une amélioration du cadre des affaires et de la compétitivité qui est ressortie à travers les différents classements du Sénégal, que ce soit Mou Ibrahim, que ce soit Doing Business, que ce soit d'autres indicateurs, Standard & Poor's, qui donnent des notations importantes au Sénégal. Mais en résumé, on peut dire qu'entre 2014 et 2018, sur l'indicateur Doing Business, le Sénégal a gagné plus de 37 places en 4 ans, se plaçant parmi les 5 pays les plus réformateurs au monde, si on consigne de tout. Un autre aspect qui était un engagement et qui structure la dimension réforme du plan Sénégal émergent, c'est le renforcement du cadre de gouvernance économique et budgétaire. On a eu le code de transparence qui a été adopté. Nous avons eu la loi sur les partenariats publics et privés. Et dans la deuxième séquence du plan Sénégal émergent, il y aura une forte inclinaison vers les partenariats publics et privés. Il y a toutes les dispositions qui ont été faites dans le cadre de la modernisation de l'administration fiscale et ce chantier qui est ouvert de la gouvernance territoriale. Voilà. Et pour cette nouvelle étape du PSE, vous avez défini un plan d'action prioritaire numéro 2, le PAP 2, pour la période 2019-2023. Les secteurs et domaines prioritaires identifiés sont l'agriculture, l'horticulture, l'agro-industrie, les infrastructures, la construction de chantiers, l'énergie, pétrole, gaz, mines, industrie, l'économie numérique, tourisme. Il n'y avait pas besoin de préciser, de dire que c'est prioritaire, c'est évident, c'est flagrant, c'est votre travail. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. C'est les secteurs les plus importants. Non, c'est les secteurs les plus confiner officiellement dans un PAP? Mais vous avez toujours besoin de faire un ordre de priorité. Et l'ordre de priorité est en cohérence avec les orientations et les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent. Si on voulait résumer ce qui a été l'acquis, ou les acquis fondamentaux de la première séquence, c'est que dans les relations avec les partenaires, il y a une appropriation de notre vision et de notre orientation politique à travers le plan Sénégal émergent. Il y a comme acquis la stabilité du cadre macroéconomique du Sénégal. Et les résultats qui se vérifient de façon physique, c'est le rattrapage infrastructurel. Ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, parmi les acquis, il faut consigner également que sur la première séquence, PAP 1, il y a eu une forte mobilisation satisfaisante des ressources et un soutien massif des partenaires techniques et financiers puisqu'ils ont été conformes aux engagements qu'ils avaient souscrits. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous amorçons la mise en œuvre concrète des partenariats publics-privés qui vont être la clé de cette deuxième séquence. Donc la perspective est claire. Il s'agit d'accélérer la dynamique de la transformation de notre économie. Sur la première séquence, la question à résoudre était comment passer d'un taux de croissance de 3 en moyenne à 6 ou 7, ce qu'on a réussi. Et aujourd'hui,
La question centrale qui se pose, c'est comment passer de 6% à plus de 6% de croissance à 9% de croissance. C'est ça qu'on est venu régler. Et nous dirons donc à nos partenaires, voilà, nous étions venus vous voir pour un appui pour notre développement, sur la base de cet engagement, puisque l'un des facteurs clés de succès du plan Sénégal émergent, c'était de stabiliser la croissance à 7%. Avec les ressources qu'on a pu collecter. On semble lent, on semble traîner les pieds, et ça, on va pas mettre dans votre seule comptabilité régime Macky Sall. C'est le Sénégal depuis qu'il existe. Quand, en 2018, on se rend compte qu'on est seulement qu'à 13% d'industrialisation. Alors, tout ça, c'est dans le registre de ce qu'on n'a pas fait les années antérieures et qu'on est en train de rattraper. Et l'orientation aujourd'hui, elle est très claire. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, sur la première séquence, notre perspective en termes de taux de croissance, qui s'est vérifiée d'ailleurs d'un point de vue physique par ce que je viens d'évoquer, la ville nouvelle, le PUDC, ce qu'on a fait sur la santé. Il fallait régler la question, passer d'une moyenne de 3% à 7%. C'est fait. Et aujourd'hui, nous dirons à nos partenaires, voilà ce que nous avons fait et comment nous l'avons fait. Maintenant, il s'agit de les engager dans une nouvelle démarche qui devrait nous aider à structurer notre taux de croissance à 9%. Donc, passer de 6 à 9%. Et maintenant, comment le faire et comment utiliser les ressources? Il y a eu une première séquence qui était assez sollicitative pour les infrastructures, une première séquence qui a été très engageante pour le développement social à travers une croissance inclusive, une troisième séquence qui a porté sur la consolidation de l'état de droit et de la gouvernance. Maintenant, nous allons faire cap, je l'ai dit tout à l'heure, avec la mise en œuvre concrète des partenariats publics-privés, comment procéder à l'industrialisation. Les secteurs dont on a évoqué un tout petit peu la pertinence du choix, comme les mines, comme les hydrocarbures, comme l'énergie, tout ça va entrer en congruence avec cette vision. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés des États-Unis où on a été signé le deuxième compact pour le Sénégal, qui porte sur l'énergie, du MCC. Et il faut retenir que c'est assez exceptionnel qu'un pays bénéficie de 2 fois de suite sur une période de 10 ans du compact MCC. Mais le Sénégal a pu être élu et finalement a pu signer, puisque sur les 20 critères qui étaient posés par les partenaires, le Sénégal en a satisfait 16. Et aujourd'hui, le paquet que nous ramenons, qui porte sur un montant de 360 millions de dollars, va être destiné au secteur de l'énergie dans ses 2 composantes majeures, l'accès universel avec un effort très fort qui sera fait en direction du monde rural, et le renforcement de notre réseau de distribution, puisque vous pouvez produire de l'énergie, de l'électricité, mais si vous n'avez pas le réseau, vous ne pouvez pas le stocker. Heureusement pour le Sénégal et de tous les autres pays, tous les autres pays bénéficiaires du MCC, avec cette menace Trump, quand l'actuel président américain était arrivé au pouvoir. Si le temps le permet, on va encore parler du MCC, mais revenons à ces volontés souhaitées par le Sénégal de voir des investissements 2019-2023 dans cette deuxième phase du plan Sénégal émergent. Le coût, qu'est-ce que ça nous coûte? Ça nous amène à parler de l'endettement de l'État sénégalais, la dette publique, plus la dette intérieure. Quand on ajoute les subventions et autres décisions dites populistes du président Macky Sall, ce qui affecte sérieusement les finances publiques, preuve avec ces blocages budgétaires qui ont fait débat ces dernières semaines. Vous engagez dans tellement de choses, vous semblez vous prendre dans votre propre piège. Non, le Sénégal le vaut bien. Et aujourd'hui, ici en France, nous assistons à des scènes assez particulières d'une France silencieuse, parce que effectivement, il y a cette manifestation des Gilets jaunes. Non, je pense que le président Macky Sall a une conviction forte. Sa conviction, c'est que son action au pouvoir, c'est de rendre possible tout ce qui est souhaité, et non l'inverse.
rendre souhaitable ce qui est possible. Tout ça doit être fait avec intelligence aussi. C'est fait avec intelligence, c'est fait avec engagement, mais c'est fait aussi avec responsabilité. Nous parlons beaucoup de la dette, je viens d'évoquer les chiffres. Maximum fixé par l'UEMOA, qui est notre cadre, 70%. Nous en sommes à 47,7%. Nous sommes en France. La dette en France est à plus de 100% du PIB. Pour le budget 2019 du Sénégal, on est à presque 963 milliards de francs CFA de dette publique. C'est tenable. Ça menace la signature Sénégal? Non, ça ne porte aucun préjudice à la crédibilité du Sénégal, puisque le Sénégal est un pays qui est respecté pour une valeur forte, au-delà de sa diplomatie, au-delà de la tradition. C'est qu'avec le président Macky Sall, les partenaires ont une claire conscience que nous faisons du sérieux en économie. Et ça, c'est important. Je parlais de la France qui est à 100% de dette publique par rapport au PIB. Et nous, on aura encore, avec le changement de base d'évaluation du PIB, nous avons encore des marges de manœuvre. La perspective centrale, c'est qu'il faut accélérer de façon radicale notre développement en restant sur des axes qui sont porteurs et qui sont pertinents pour prendre en charge le développement de notre pays. Et il faut viser un niveau de développement avec ses qualités. Une croissance inclusive, c'est-à-dire une croissance riche en contenu social. Exemple de contenu social qui fait la richesse d'une croissance. Quand dans votre pays, vous pouvez distribuer 50 000 cartes d'égalité de chance pour les personnes qui vivent avec un handicap. Quand vous prenez en charge, dans le cadre de la gratuité de la CMU, plus de 2 500 000 enfants de moins de 5 ans. Quand vous distribuez 300 000... La CMU, vous surfez beaucoup là-dessus. Mais encore une fois, c'est pas à une échelle nationale. Vous ne pouvez pas le revendiquer. Tout le monde n'est pas éligible. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ne savent pas ce que c'est. Alors, oui. Puisque vous le savez, quand vous prenez une décision politique forte, il lui faut un certain temps pour qu'elle touche tout le monde. La France tient à la sécurité sociale. Et jusqu'à présent, tout le monde n'a pas accès aux services. Donc on ajuste. C'est depuis 1945 et c'est toujours en construction. Donc nous, on va pas régler le problème de la santé en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas possible. Il faut être réaliste et responsable. La perspective est bonne, notre modèle est tenable, puisqu'il s'agit d'engager, avec un appui de l'État, d'engager des structures professionnelles telles que les mutuelles et travailler sur un modèle qui permette aux mutuelles d'essaimer sur l'étendue du territoire. Donc il faut un certain temps. Mais entre-temps, qu'est-ce qui a été fait pour l'impulser et lui donner une réalité? C'est 2 500 000 enfants qui sont pris en charge. C'est un paquet de gratuité. C'est également des prestations qui vous permettent d'être pris en charge à hauteur de 80% en cas d'hospitalisation et pour un peu moins en matière de pharmacie. Vous ne voulez pas parler des blocages budgétaires que ça Mais engendre. il y aura toujours des blocages budgétaires, il y aura toujours des difficultés budgétaires. Et moi, je voudrais indiquer quand même qu'on met le tout dans le panier du budgétaire et parfois ce sont des questions de trésorerie. Et des questions qui sont maîtrisées. Le budget existe, mais parfois vous pouvez avoir des problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, dans notre façon d'investir et d'impulser le développement, nous sommes confrontés à un nouveau paradigme qu'il faut inventer, c'est-à-dire qu'il faut changer. Et ça, le ministère de l'économie et des finances y travaille avec beaucoup d'engagement, renouveler les mécanismes de financement de notre développement et de mobilisation des ressources pour l'État, donc de gestion de la trésorerie de l'État.